bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Séné-École, le miroir de l'école sénégalaise. Nous sommes en pleines vacances et c'est pas pour autant que nous vous avons laissé tomber. Tout à l'heure, nous irons voir notre ami Mohamedou Diaw pour prendre une bonne dose d'actualité. Puis nous irons à la rencontre du professeur Sangué Diouf afin de vous présenter deux grands reportages sur l'orientation scolaire et professionnelle et sur le sport scolaire. Sans plus tarder, allons retrouver l'actualité éducative. Chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité. Nous allons commencer avec le concours général dont la cérémonie de célébration s'est déroulée le 19 juillet 2017 au centre Abdou Diouf de Diamniadio. Suivons cet extrait du président de la République. La cérémonie solennelle de remise des prix du concours général fait partie des rendez-vous annuels qui retiennent particulièrement mon attention parce qu'elle est la fête du mérite et de l'excellence. Je suis heureux de perpétuer une tradition qui, depuis 1966, honore nos élèves des classes de première et de terminale, ayant réussi les meilleures performances au concours général, au prix de la constance dans le travail. Chers lauréats et lauréates, je vous félicite et vous dis ma fierté. Maintenant, allons voir le directeur de l'enseignement moyen secondaire général pour une petite genèse de ce concours. Oui, le concours général, en fait, c'est un concours qui a été institué depuis 1961 par décret présidentiel. Mais il a fallu attendre 1966 pour voir sa première organisation. Et donc, depuis lors, depuis 1966 jusqu'à maintenant, le concours général est organisé pour détecter les meilleurs élèves du système éducatif, qu'ils soient dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé. Il y a une partie pédagogique qui est confiée à l'Office du baccalauréat et à l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, et une partie organisation, cérémonie, qui est confiée à la direction de l'enseignement moyen secondaire général. Mais il faut le noter que c'est une activité de la présidence de la République, parce que c'est inscrit dans le calendrier de la présidence de la République. Nous félicitons tous les lauréats de cette édition 2017 et congratulons le meilleur élève, le lycée Limamoulaye et l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye qui se sont distingués à ce concours. C'est que du bonheur, je suis content et c'est aussi un sentiment de devoir accompli quand même envers mon école, envers ma famille et envers ma famille, à la fois celle du Gabon comme celle du Sénégal. Mais vraiment, parce que je sens qu'en tant qu'enfant de groupe, c'est de mon devoir de porter l'étendard de mon école. Donc c'est, comme je disais, un sentiment de devoir accompli. Un secret particulier, moi je ne l'ai pas. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut travailler, il faut avoir le goût constant de l'effort, il faut toujours chercher à faire mieux. Et il faut aussi, dans le cadre du CG par exemple, il faut aussi privilégier quand même une bonne programmation. Il faut bien programmer ses heures de travail et surtout ne pas aussi négliger les heures de repos et les heures de loisirs parce que ça aussi ça fait partie. Immense fierté parce que n'importe quel proviseur qui prend Limamoulaye viendrait avec des inquiétudes. Parce que mes prédécesseurs ont tellement travaillé que je n'étais pas sûr au départ de pouvoir faire autant qu'eux. Mais Dieu merci, bon, comme les constantes sont restées, nous avons pu maintenir les mêmes résultats. Et même nous avons légèrement amélioré. Ici, on se concerte sur toutes les questions, on essaie d'élaborer ensemble et on applique ensemble. Bon, à l'avenir, nous allons maintenir cette méthode et c'est l'occasion de lancer un appel aux autorités pour que nous soyons davantage appuyés. Parce que les établissements avec lesquels on nous compare, vraiment on ne devrait même pas boxer dans la même catégorie.
un élève de ces établissements coûte beaucoup plus cher à l'État qu'un élève de l'Imam Laye. Et ici, les populations sont diminuées. Bon, c'est des couches sociales relativement modestes. Et l'expérience a montré que malgré cette situation-là, l'Imam Laye a toujours fait émerger de bons produits pour le pays. Un sentiment de satisfaction au regard des résultats fort louables enregistrés par l'Académie au niveau du concours général sénégalais. Évidemment, ce n'est pas une première parce que l'année dernière déjà, il y avait les prémices avec le lycée Limamou Laye et le lycée de Thiaroye qui s'étaient signalés. Au début de cette année, lors de la réunion bilan, nous avons demandé à tous les proviseurs de s'investir pour que véritablement nous puissions avoir beaucoup encore d'autres lycées inscrits dans le palmarès du concours général. Et nous avons eu l'appui et l'accompagnement des maires, surtout le maire de ville de Guédiawaye, qui s'était engagé à, disons, aider mensuellement certains lycées à hauteur de 1 million de francs pour permettre aux professeurs encadreurs d'être motivés. Vous vous en doutez certainement. On a pu faire une petite enquête pour comprendre ce qui a justifié les résultats de la plus jeune académie du Sénégal. Et tenez-vous bien, ils ont organisé un concours à l'échelle académique pour préparer leurs candidats. L'un des baromètres de cotation des établissements du secondaire, outre les performances réalisées par ces établissements au niveau du baccalauréat, il y a aussi et surtout le comportement de ces établissements au niveau du concours général sénégalais. Et l'académie se comporte relativement bien et a en tout cas une vitrine positive par rapport donc au concours général. Mais nous voulons véritablement faire en sorte que ces performances s'améliorent en tout cas d'année en année. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à considérer en tout cas cette activité comme simplement un galop d'entraînement en direction de nos candidats pour, comme j'ai dit tantôt, tenter d'améliorer et de booster le comportement de l'académie au niveau du concours général sénégalais. Cette activité est une commande de l'inspecteur d'académie pour accompagner nos candidats au concours général sénégalais. Et de l'autre côté également, nous avons demandé à des collègues qui peuvent être même en dehors de l'académie de Pikine Guédiawaye, qui nous ont proposé des sujets et pour mettre en œuvre donc, le concours général académique. Aussi pour faire face aux moyens financiers, l'inspecteur d'académie a mis quand même des moyens à notre disposition qui vont être complétés par une contribution des établissements qui ont participé pour vraiment boucler le budget de la réalisation. Nous sommes très contents pour tous ces lauréats et pour leurs familles. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent après cette grande fête? Pour vous, nous avons posé la question à l'organisateur. Malheureusement, depuis 1966 jusqu'à 2011, et même je peux dire jusqu'à 2017, on n'a pas véritablement une entité qui suit le devenir de ces lauréats du concours général. Je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir initier et vraiment voir ce qu'ils sont devenus dans la vie quotidienne. Chers téléspectateurs, nous ne pouvons terminer cette page d'actualité sans parler du baccalauréat qui a fait couler beaucoup d'encre avec cette fuite à grande échelle et ses mauvais résultats enregistrés globalement. Nous sommes allés voir un universitaire, le professeur Djibi Diakhaté. Alors moi, je crois que le baccalauréat, il faut quand même faire en sorte qu'il continue à garder son lustre d'antan. Ce n'est pas n'importe quel diplôme. Je crois que dans l'architecture de nos diplômes, le baccalauréat reste inévitablement l'un des diplômes les plus prestigieux. Je veux dire, même ceux qui ont le doctorat, etc., n'oublient pas leur classe de terminale. Ce n'est pas forcément la faute aux candidats. Hein. Il y a un système qui a été mis en place, il y a une session qui a été mal organisée, beaucoup de cacophonie. Mais que voulez-vous, un jeune qui a 17 ans, 18 ans, même un jeune qui dépasse cet âge-là, peut être perturbé
parce que les examens sont des moments de forte pression, de beaucoup de stress, etc. Et que l'élève a besoin, le candidat a besoin d'être dans une certaine sérénité pour faire face aux épreuves convenablement. Alors je crois que de ce point de vue-là, le système aura été à l'origine de cette hécatombe qu'on a connue au niveau du baccalauréat et qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos des candidats. À chaque fois que l'on termine des sessions d'examen, on devrait s'arrêter pour évaluer. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Même s'il n'y a aucun problème, il faut évaluer. Parce que l'évaluation nous permet de voir qu'il y a des points forts. Et s'il y a des points forts, comment faire pour les renforcer davantage, pour maintenir la cadence, comme on a dit à un certain moment, ou peut-être même pour élever le niveau de la cadence. S'il y a des points faibles, une œuvre humaine ne peut pas être composée seulement que de points forts. Il se peut qu'il y ait des points faibles. Alors comment faire pour combattre ces points faibles? On n'évalue pas. Il faut s'arrêter et aller vers des ruptures fortes. Et se dire plus jamais ça. C'est possible, le Sénégal peut organiser des examens dans de très bonnes conditions, des sélections qui soient objectives, que les méritants soient récompensés, et ceux-là qui ne sont pas méritants, qu'ils reprennent. C'est pas une honte que de ne pas réussir. C'est pas une honte. Ça peut être même le point de départ d'une réussite encore beaucoup plus éclatante. Mais on a besoin, je crois, de développer toutes ces choses-là à travers un dispositif d'évaluation, compte tenu de cette population qui devient de plus en plus importante, de ces candidats au bac qui deviennent de plus en plus importants. Est-ce que l'office du bac, tel qu'il a toujours fonctionné, peut continuer à gérer la chose de la façon la plus efficace que soit? Il me semble qu'il faut désagréger, qu'il faut responsabiliser aujourd'hui les inspections d'académie. Mais il faut créer de vraies inspections d'académie, avec les ressources humaines requises, avec le matériel requis, avec l'accompagnement technique requis, qui permet de développer une vraie expertise et permettre aux inspections d'académie de prendre en charge la conduite des examens au niveau local. Chers amis, nous allons revenir sur les résultats des différents examens de fin d'année dans notre prochain numéro. D'ici là, restez connectés à votre émission Sénécole avec notre ami Saloy. Merci pour cette page d'actualité, Mamadou. À présent, nous allons à la rencontre d'un grand philosophe. Le philosophe qui a osé remplir Daniel Sorano, puis le grand théâtre. Le philosophe de l'émission, Giancarlo. Je m'appelle Elhadji Songde Diouf, je suis professeur de philosophie au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. Je suis également consultant pour le GFM, le groupe Futur Média. Voilà. Mon parcours, il n'est pas si long que ça. Voilà, j'ai eu mon baccalauréat en 1986 au lycée Djignabo de Ziguinchor. Ensuite, la seconde étape, c'est bien sûr le département de philosophie, sanctionné par une maîtrise, et un mémoire de maîtrise portant sur le thème du pessimisme de Schopenhauer, encadré par le professeur Souleymane Bachir Diagne. Après quoi, nous sommes allés en formation à l'école normale supérieure, 2 ans, au bout desquels nous avons été affectés en premier lieu dans un lycée qui s'appelle le lycée Aline Sitoé Diatta de Oussouye, c'est en Basse-Casamance, et après, depuis octobre 2003, à nos jours, nous sommes voilà, au lycée Seydina Limamou Laye. Comme l'année dernière, nous étions c'était notre première année de lycée, on n'avait que 3 terminales, on avait un professeur de philosophie. Cette année, on est passé à 6 terminales, donc obligatoirement, il nous fallait un autre professeur de philosophie. On est resté 3 mois sans faire de cours de philosophie et nous sommes des élèves en classe de L, et la philosophie est notre matière dominante. Et Songé, par patriotisme, par un républicain, un grand monsieur, un exemple, je ne trouve même pas les mots pour le dire. Il a accepté naturellement de venir nous donner des cours jusqu'à ce qu'on nous affecte des professeurs de philosophie. Et cela a poussé beaucoup d'élèves à aimer la philosophie, parce que ses explications étaient claires. Il explicitait beaucoup de choses dans la philosophie. M. Songde Diouf est un professeur extraordinaire et nous le remercions d'avoir accepté de faire de nous des élèves modèles. Disons que quand on le faisait, comme vous l'avez dit, c'est de manière spontanée et désintéressée, ça vous le savez très bien. Mais parce que nous partons du principe que ce que nous sommes devenus, nous le devons pour l'essentiel à notre propre pays. Et des gens comme nous sommes des produits du public.
Et donc, pratiquement, nos parents, pour l'essentiel, n'ont jamais eu à avoir à mettre la main à la poche pour payer. Et donc, ce que nous avons fait, c'est dans le sens de rendre encore une fois à ce pays ce qu'il nous a offert. Nous avons été formés, nous avons bénéficié de ce système-là. Et donc, il est de notre devoir, quand nous avons appris qu'il y avait un déficit de professeurs par-ci et par-là, autant que nous l'avons pu, nous avons considéré que c'était un devoir quand même, spontanément, d'aller vers ces élèves-là, parce qu'encore une fois, c'est une manière de rendre véritablement ce que la société a déjà installé en nous. Et donc, vous savez très bien que la philosophie est une discipline qui a la particularité d'être très mal pourvue en termes de professeurs, ou bien même quand il y a des professeurs, il y a un déficit de formation, parce que l'État, pour faire face à l'urgence très souvent, n'a pas le temps et la possibilité d'aller chercher quelqu'un qui peut se prévaloir déjà d'une formation acquise. Ce qui fait qu'il y a un problème de formation d'abord des enseignants et ensuite un problème mais de fourbir les classes en termes de professeurs. C'est dans cette dynamique-là que nous sommes allés spontanément. Ça a été Pikine Est de manière plus formelle, mais également des gosses de Yeli Bayan qui venaient vers nous spontanément et qui nous disaient, écoutez, nous n'avons pas de professeur de philosophie. Maintenant, peut-être que la question que vous avez envie de poser, pourquoi ils sont venus vers moi, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, spontanément, ils sont venus vers moi, sans aucun contact même avec l'administration de l'école, parce que même le professeur Gueye, il a été surpris simplement de me voir dans une salle de classe et de me demander qu'est-ce que vous faites là. Je dis, j'ai pas besoin de passer par vous, je viens d'abord pour les élèves. Bon, donc voilà. Et c'est une manière de montrer simplement que l'enseignement, vous le savez, où on a la flamme et la passion, ou on ne l'a pas. Quand quelqu'un n'enseigne là que pour gagner de l'argent, moi je dis c'est la meilleure manière de perdre son temps. On ne gagne pas de l'argent à enseigner, mais l'enseignement c'est une flamme qui doit être là, qui brûle. Et si elle ne brûle pas en nous, je ne vois pas ce dont nous sommes capables. Moi, c'est un peu génétique. Je suis fils d'enseignant, chevalier de l'Ordre national du Lion. J'ai envie de dire qu'il est mort une barre de craie à la main. Et donc voilà, j'ai grandi entre des livres, entre des boîtes de craie. Et donc voilà quoi, quand les autres, on les promenait peut-être dans des magasins pour acheter des sucettes, des trucs. Moi, mes sucettes, c'était les morceaux de craie que je croquais et les livres et les cahiers qui m'entouraient. Et donc, c'est tout naturellement que je perpétue encore une fois cette tradition héritée de mon valeureux père. Mais donc, ça, je crois qu'encore une fois, c'était un devoir dont il faut s'acquitter et dont nous continuerons à nous acquitter. Et nous travaillons avec les élèves, mais également de manière informelle avec les enseignants. Il y a des jeunes collègues très conscients qui disent, écoutez, nous venons profiter un peu de votre expérience, donc nous leur faisons des séances un peu de fiches pédagogiques, etc. Donc, ça participe un peu de cet esprit-là, encore une fois, de rendre à la nation ce qu'elle nous a donné. Que je dis, Sorano, Grand Théâtre, les synthèses que je fais, c'est un peu ma part de folie, comme je disais à Khalifa, parce qu'il me disait, mais comment on peut être fou pour faire ça? Je dis oui, il faut être un peu fou pour faire ça, mais fou traduisait passionné. C'est la passion simplement de ce que je fais, qui m'a amené d'abord à le faire dans des salles de classe, ensuite dans la cour du lycée Limamoulaye, ensuite dans le foyer, et après, naturellement, on s'est dit, aucun espace ne peut plus nous contenir, donc il n'y a que l'espace du théâtre en tant que tel, où l'on va, pour s'amuser un peu, mais également surtout pour apprendre. C'est une façon de la révolutionner, de la rendre plus agréable, de la rendre même plus accessible, quoi. Parce que je crois que c'est Diderot qui disait « hâtez-vous de rendre la philosophie populaire ». Et quand Diderot disait « hâtez-vous de rendre la philosophie populaire », c'était pas une manière de la trahir, de la vulgariser, de la vider de sa substance, mais non, mais c'est de la délocaliser. Parce que le cadre formel de l'université de l'école, c'est un peu strict, trop rigoureux, austère. Et tu sais très bien que pour la particularité de la philosophie, mais les anciens Grecs qui l'ont pratiqué en premier, et même les anciens Égyptiens, mais le faisaient dans l'espace public, l'agora. Et donc ça veut dire que amener un cours de philosophie dans un espace tel que Sorano, mais tel que le Grand Théâtre, c'est deux choses. D'abord, délocaliser, réconcilier la philosophie avec les conditions dans lesquelles elle a surgi en premier, en Grèce antique, en Égypte pharaonique, mais également montrer qu'à côté du monde du spectacle, du divertissement, de l'amusement effréné, il y a quelque chose que l'on peut faire et qui appartient simplement aux choses de l'esprit. Donc c'est un défi. Je le disais à quelqu'un, le seul sentiment de fierté que j'ai, il est lié au fait que je suis entré à Sorano sans tamas, sans sabar, et j'ai pu rassembler 1200, même pour cette année 5000 élèves. Je crois que ne serait-ce que d'un point de vue moral, mais c'est une satisfaction énorme. Montrer qu'encore, il y a des gens dans cette société-là, malgré la prégnance du matériel, malgré la tyrannie du quotidien et des préoccupations matérielles, ils ont quand même des préoccupations d'ordre spirituel. Et montrer aux gens qu'on est capable d'aller dans un stade, qu'on est capable d'aller dans un amphithéâtre, qu'on est capable d'aller dans une scène de théâtre, mais pour diffuser le savoir et le partager avec les jeunes gens.
Ça, c'est pour redorer le blason de l'enseignant. Vous le savez très bien. Nous sommes dans une société où l'enseignant est discriminé. Enseignant égale misérable, égale gréviste, égale courant derrière ses élèves, égale nul, parlant à peine le français, etc. Et donc, mon combat, quand je suis présent là-bas, quel que soit l'environnement, vous voyez que l'environnement humain dans lequel je suis est un peu difficile, mais je m'accroche, mais pour sauver simplement la face et sauver la face de l'enseignant. Donc là, quand je suis présent, c'est une manière de montrer aux gens, mais que l'enseignant n'est pas cet homme-là que vous caricaturez, mal habillé, sale, misérable, etc. Mais qu'il y a une autre version de l'enseignant, et c'est ces gens-là qui sont les plus nombreux. Parce que dans tous les corps, il y a des gangrènes, il y a, comme on dit, des intrus. Mais les gens, qu'est-ce qui se passe avec les enseignants? Ils partent du comportement d'un tel, pour le généraliser et pour donner à penser que les enseignants sont des gens, etc. Je dis non. Je l'ai déjà dit à la télé, je peux le répéter ici. Les enseignants font partie de ce qu'il y a de plus noble dans ce pays-là. Et c'est pourquoi donc, quand les enseignants sont discriminés, marginalisés, moi ça m'horrifie. Parce que je vous l'ai dit, je suis fils d'enseignant. Et je disais même si on m'a crié dessus, c'est les seuls qui travaillent. On me dit pourquoi? Je dis moi quand je m'absente, j'ai 3 classes, multiplié par 60, c'est plus de... voilà, combien d'élèves qui sont dans la rue. Tout le monde sait que je ne suis pas venu. Et donc j'ai des problèmes, je suis obligé d'être là. Mais faites le tour des bureaux, faites le tour des cercles de ce pays-là. Il n'y a que les enseignants qui sont à l'heure et qui travaillent. Mais malheureusement, dans leur psychologie et leur représentation, l'enseignant, c'est le gréviste, c'est le gars qui n'est pas soucieux de son travail, mais préoccupé simplement d'argent. L'enseignant, oui, il faut qu'il ait des préoccupations d'argent. Mais parce qu'encore une fois, il n'a pas de caisse, il n'a rien. Il se bat dans le dénuement le plus complet. Ce qu'il demande, c'est un minimum. C'est pourquoi je dis chaque fois, même quand les enseignants, les syndicalistes réclament des augmentations, je dis c'est pas pour de l'argent. C'est simplement pour avoir des conditions décentes de travail. C'est pour avoir simplement un minimum d'équité dans le traitement des agents. Moi, je ne peux pas avoir une maîtrise de philosophie. Vous me donnez une formation professionnelle. Vous me donnez un salaire de 200 000, de 300 000. Quelqu'un qui a une maîtrise de droit, qui fait l'ENA exactement comme moi 2 ans, vous lui donnez un salaire de 900 000, c'est injuste. Donc les enseignants se battent pour des principes et non pas pour de l'argent. C'est des hommes dignes. Bill Jobs Institute, première business school anglo-saxonne du Sénégal. Nous sommes en face du 6-16 à la cité Aelmas, dans le quartier Ouest Foire. Nous offrons aux bacheliers et aux professionnels des formations adaptées et certifiées en management, communication, gestion, banque assurance, métier du tourisme et tant d'autres filières, dans un cadre rayonnant qui allie convivialité, cordialité et efficience. Bill Jobs Institute garantit à ses étudiants un enseignement de qualité avec un directeur général très expérimenté et un personnel enseignant qui a fait montre d'expertise et de rigueur dans les plus grandes écoles du monde. Tenez-vous bien, Bill Jobs Institute assure à ses étudiants un suivi et une insertion dans le monde professionnel grâce à son cabinet de placement très efficace et bien réseauté. Avec Bill Jobs Institute, je suis très confiante pour mon avenir. Mesdames et messieurs, beaucoup de titulaires du CFE, du BFM et du BAC vivent un véritable calvaire en ce moment. C'est pour cela que nous vous proposons ce grand reportage sur l'orientation scolaire et professionnelle. Nombreux, ils le sont à arpenter tous les jours le chemin de l'école, à la recherche de connaissances, mais surtout de diplômes qui pourront leur ouvrir les portes du monde professionnel. Dans ma vie, je voulais devenir une douanière. J'ai toujours voulu être médecin ou sage-femme ou infirmière et je vais continuer avec ça. Et oui, des aspirations ou des rêves, beaucoup d'élèves en ont, mais rares sont ceux qui parviennent à les réaliser du fait des choix de séries ou de filières qui ne sont pas toujours des meilleurs ou des conditions d'études inadéquates. J'étais en série S, je faisais la série S en seconde et en première. C'est dans cette année-ci que j'ai commencé à faire la série L2. Puisque je ne peux plus faire la médecine avec la série L2, donc je veux faire sage-femme si possible, ou bien avocat ou journaliste, peut-être. En conseil de classe, il y a des échanges qui se font entre les professeurs
Et chaque élève a son profil. Il y a des élèves qui ont un profil de scientifique et d'autres qui auront plus un profil de littéraire. Et je pense que dans le cadre de ces échanges-là, c'est de voir en fait là où l'élève a plus de compétences et de l'orienter vers ça. Parce qu'il arrive parfois que des élèves, on l'a déjà vu ici, s'efforcent à prendre des orientations qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils peuvent faire et que, en cours d'année, ils se rendent compte justement que ça ne va pas. L'enseignement des sciences demande beaucoup de moyens matériels. Si je prends l'exemple des SVT que j'enseigne, donc c'est des sciences expérimentales, la même chose que pour les sciences physiques. Ça signifie seulement qu'il faut faire des expériences. Et on ne peut pas les faire dans des salles de classe, c'est dans des salles spécialisées. Si je prends l'exemple de Thiès, il y a un seul bloc scientifique et technique. Dans nos collèges, il n'y a pas de salles spécialisées. Même si auparavant on a donné quelques matériels, des microscopes, de la verrerie, mais on n'a même pas orange ce matériel-là. Ainsi, on peut dire qu'il est difficile d'assurer une bonne orientation scolaire et professionnelle des jeunes à cause de l'intervention de plusieurs facteurs qui sont parfois conflictuels. C'est en fonction de ces choix, quand nous regardons parfois à la télé ou dans nos discussions, il ressort de ces discussions parfois qu'il aspire à devenir informaticien, parfois il parle donc d'ingénieur, et on profite de cela pour lui expliquer que pour épouser de telles professions, il faut nécessairement faire de bons résultats en maths, en sciences physiques, et aussi avoir de bonnes notes en SVT. Je donne l'exemple d'une famille de médecins qui a envie que tous les enfants deviennent des médecins. Si l'enfant a un profil de faire des études de droit ou des études en littérature, les parents ont plus tendance à dire que l'enfant peut faire des études en médecine. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve dans son département à l'université et que le département ne convient pas. D'abord, je dirais que l'orientation scolaire et professionnelle, d'abord, c'est un droit pour tous. Un droit pour tous, d'autant plus que chacun en a besoin pour construire son projet et réaliser son projet personnel et professionnel. Le contexte dans lequel nous sommes exige qu'on puisse faire des choix judicieux d'études, de formation, choisir les métiers qui conviennent à soi et réaliser son projet d'insertion et faire sa carrière professionnelle. Pourtant, il existe au Sénégal des professionnels bien formés qui s'occupent de la question. Si nous partons de la définition de l'activité d'orientation, qui est essentiellement une activité d'accompagnement, on peut dire que les personnes les mieux indiquées pour faire l'orientation scolaire professionnelle, ce sont les psychologues conseillers, qui ont été formés et préparés à accompagner les élèves et les étudiants, les parents, les professionnels dans le cadre de la réalisation de leur projet d'études et de formation et d'insertion aussi professionnelle. On a la chance d'avoir un département de formation des psychologues conseillers au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, au niveau de l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel. Ils sont formés là-bas, recrutés sur la base d'un master ou bien en sociologie ou bien en philosophie. Ils sont formés pendant 2 ans. La formation théorique se déroule au niveau de l'ENSET et la formation pratique professionnelle essentiellement se passe au niveau du Centre national de l'orientation scolaire professionnelle. Malgré ce petit nombre de psychologues conseillers, c'est au Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle que le système a délégué l'affectation des élèves de 3e dans les séries et les lycées depuis 3 ans. C'est le CAOSP, donc le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Pikine Guédiawaye, qui gère sous la présidence de l'IA, de l'inspecteur d'académie, la commission académique d'orientation chargée d'affecter les élèves vers les filières de leur choix au niveau des classes de seconde. Il faut rappeler qu'il y a une lettre circulaire qui fixe les modalités, c'est les critères. D'abord, il faut être âgé, l'élève doit être âgé de 19 ans, au plus tard le 31 décembre 2016. Être admis également
au BFM avec une moyenne annuelle au moins égale à 9,50 sur 20. Les élèves de 3e n'ayant pas obtenu le BFM et qui ont une moyenne annuelle de 10 sur 20 sont autorisés à passer en classe de seconde. Ça, c'est pour les élèves de l'enseignement public. Maintenant, ce qui change pour les élèves de l'enseignement privé, c'est le BFM qui est obligatoire. En plus des critères que j'ai énumérés, il faut y ajouter l'obligation d'avoir le BFM pour les élèves du privé. Cependant, beaucoup d'acteurs de l'école ne connaissent pas ces psychologues conseillers et du coup, ce sont les parents et les enseignants qui assurent la mission, à raison ou parfois à tort. On en parle un peu à la maison, en famille, entre le papa, la maman et le principal concerné, à savoir donc mon enfant. Mais on ne le fait pas de manière directive ou dogmatique. Je pourrais appeler cela une négociation en famille. Voilà, donc on parle des débouchés, on parle de l'avenir, on parle donc de toutes les potentialités qui sont liées à la filière scientifique et qu'est-ce qui permettrait à un élève de devenir demain quelqu'un donc qui pourrait fréquenter la série S1 ou S2. Il y a des exceptions dans toute chose, mais la plupart du temps, je pense que les enseignants, ils ont quand même les yeux et les oreilles pour voir et entendre. Donc quand on accompagne un élève pendant une année scolaire ou plusieurs années, on peut dire le profil de l'élève. Et je pense que l'enseignant est mieux placé pour donner des réponses à ce genre de questions que les parents. Et parfois, il y a des parents qui ne comprennent pas, mais souvent, ils reviennent sur ça. Bon, d'abord, le processus, c'est que dans un premier temps, il y a l'avis du conseil de classe, donc qui propose une décision d'orientation. Maintenant, le KOSP, avec les psychologues conseillers, se charge d'étudier donc la proposition du conseil de classe en rapport avec les notes contenues dans le livret, mais également sur la demande d'admission pour procéder à l'affectation de l'élève. Psychologue conseiller au niveau des structures d'orientation, que ce soit le CNOSP, les KOSP, Centres académiques de l'orientation professionnelle, ou bien les structures d'orientation qui se trouvent au niveau des universités, qu'on appelle les BIAO, ou bien d'autres structures, les SNOPS au niveau du ministère de la formation professionnelle. Toutes ces structures-là sont habilitées à conseiller, à accompagner les élèves et les étudiants dans le cadre de leurs études. Aussi bien les études ici au Sénégal, en Afrique, comme en Europe ou bien aux États-Unis. Le spécialiste de l'orientation investigue, recherche certains éléments, la cohérence ou bien la véracité de certains éléments pour pouvoir accompagner correctement l'élève à réussir. C'est quand même la réussite scolaire et professionnelle est basée sur des éléments qu'il faut bien éclairer. Effectivement, c'est vrai qu'il y a le vœu de l'élève et ses parents. Mais il faut dire que ça ne suffit pas. Il y a également les notes qui sont très déterminantes. Et on constate que les notes sont très décisives par rapport à l'orientation de l'élève, même si on prend en compte quand même ses vœux. C'est vrai qu'au Sénégal, les spécialistes de la question ne sont pas nombreux. Imaginez à peu près une centaine de spécialistes de l'orientation, ce qui fait un ratio à peu près de 2 conseillers pour 8000 élèves, alors que l'UNESCO fixe un ratio raisonnable d'un conseiller pour 300 élèves. Vous voyez un peu l'ampleur du travail à faire. Dans tous les cas, une cohésion des acteurs et une meilleure cohérence du dispositif sont devenus indispensables pour augmenter les chances de réussite des jeunes élèves et étudiants, quel que soit le statut des parents. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous suivez votre émission Séné-École.
Et pour finir, notre rédaction vous propose un dossier sur le sport scolaire. Dans un entretien très récent avec un quotidien de la place, Adidas, l'ancien coach de l'équipe nationale de basketball, préconisait la création d'un ministère de l'éducation et des sports. Cette nécessité de la pratique sportive à l'école, les ministères en charge de l'éducation et du sport l'ont bien comprise et c'est ce qui a prévalu à la création d'un comité national de relance du sport scolaire et ses démembrements. C'est ce que effectivement nos autorités au plus haut niveau ont compris en décidant de relancer le sport à partir de l'école. Et quand vous voyez côte à côte l'éducation nationale et le ministère des Sports, véritablement pour piloter cette activité, vous conviendrez avec moi que c'est en parfaite synergie, en parfaite intelligence que cette relance sera bien menée au profit des élèves. C'est toujours pour mieux s'inscrire dans la dynamique de relance et pour mieux aussi donner un nouvel envol et l'inscrire au cœur de nos performances. Parce que nous savons tous quand même que le développement du sport scolaire pourrait, soit à moyen ou bien à long terme quand même, servir de socle de développement à l'élite du sport sénégalais. Autrefois connu sous le nom de l'UASU, Union des associations sportives scolaires et universitaires, le sport scolaire a donc repris ses droits pendant cette année scolaire 2016-2017, au grand plaisir des acteurs. Plaisir parce que la gymnastique est notre passion. Nous aimons la gymnastique parce que ça fait presque 3 ans ou bien plus on traite la gymnastique. Juste que nous n'avons pas les moyens ou bien les matériels pour améliorer notre voilà. Le soutien de l'État. Voilà, c'est ça. On est des gymnastes, mais notre talent n'est pas aussi performant à travers. On ne nous connaît pas. Mais c'est déjà pendant ces fêtes ou ces cérémonies qu'on peut tout simplement faire progresser pour qu'on nous voit, pour que l'État puisse nous aider. C'est ça que l'on a besoin. Il s'agit avec nos élèves de procéder à une formation intégrale. C'est tout ce qu'on doit prendre en compte quand on forme un élève. C'est ce que nous instruit la loi. Et le sport a beaucoup de vertus. Ils apprendront autant du sport qu'ils sont en train d'apprendre en classe. Par conséquent, j'ose croire que nos élèves en sortiront gagnants bénéficiaires. Le sport à l'école, c'est une nécessité qui vient accompagner les activités pédagogiques qui se déroulent dans les salles de classe. Et c'est ça qui, combiné activités pédagogiques, sport en plein air, c'est tout cela combiné qui permettra à nos enfants de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est pourquoi nous sommes comblés aujourd'hui et c'est pourquoi nous avons espoir que le lancement qui a été fait aujourd'hui sera suivi de compétitions dans le fair play, dans la sportivité. Ainsi, les élèves ont compéti dans plusieurs disciplines. Cette année-ci, les équipes se sont inscrites en football, en handball, en basketball, en natation, en athlétisme. Il y a même en lutte qui se sont inscrites en lutte. Et si je ne me trompe, c'est tout. Gymnastique pour terminer. Pour les disciplines pratiquées, nous avons l'handisport est pris en compte parce qu'à Thiès, où il y a l'INEFJA, l'Institut national de formation des jeunes aveugles, on a initié cette année, on a accru d'ailleurs parce que l'année en 2015-2016 il y avait une organisation, mais cette année ils ont organisé un relais en football et en course de vitesse. Donc en 2015-2016 il y avait même une initiation et des démonstrations au niveau du lancer de poids. Je pense que cette année ils ont même fait une prestation à Bourg lors de la finale régionale de Thiès, en présence du ministre de l'Éducation nationale. De Saint-Louis à Ziguinchor, des phases finales ont donc été organisées dans ces disciplines, même les plus improbables. C'est un pari que nous avons relevé. Le fait de rassembler l'ensemble des acteurs autour du sport. Parce que l'objectif principal était de relancer le sport scolaire au niveau de nos différents établissements. Donc nous avons eu un fort taux de participation, une satisfaction par rapport à l'ensemble des prestations. Et aujourd'hui nous sommes là
pour la finale, pour sacrer les vainqueurs et encourager les vaincus. Ça n'a pas dû être facile, mais avec l'aide de l'ensemble des acteurs, ce sont les coordonnateurs au niveau du moyen, moyen secondaire et de l'élémentaire, des professeurs de PS, à l'image de Mme Sissé, M. Badinka, M. Sané Malansane qui est là, et de tous les acteurs, on a pu quand même relever le défi de l'organisation. Je suis très heureux de représenter mon école, car le directeur a fait beaucoup de sacrifices pour nous, et nous sommes très reconnaissants envers lui. J'ai eu 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent en handball. 1 médaille d'or pour 60 mètres et 1 médaille d'or pour triple saut. Je suis fière et je remercie aussi Mme Sissé qui m'a formée jusqu'à ici. C'est pour ça que j'ai gagné, grâce à Mme Sissé. Au niveau des moyens, chaque élève inscrit, l'association sportive de l'école bénéficie de 200 francs comme fonds AS. Il l'utilise pour jouer à l'interne les matchs interclasses, mais aussi pour le déplacement des équipes pour aller jouer les compétitions de sport scolaire. Alors cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons demandé aux IF de s'impliquer personnellement à chercher des partenaires et des associés. C'est ainsi qu'ils sont organisés pour pouvoir récompenser les élèves. Au niveau départemental, au niveau des finales académiques, là aussi les IA ont cherché des partenaires pour les récompenses. Pour cette première année d'exercice, il y a l'IEF de Medina Yoro Fula qui a été félicité parce que c'est une nouvelle circonscription où il n'y avait jamais eu de compétition du sport scolaire, mais on s'est rendu compte qu'ils sont parvenus à organiser un festival départemental avec une participation de plus de 85% des établissements. Pour un coup d'essai, pour rappeler un peu notre ministre, c'était un coup de main. Toutefois, les difficultés qui diffèrent en fonction des zones ont été rencontrées par les principaux organisateurs. Problème de sécurité. Les accidents qu'il y a eu, c'était lors des finales régionales qui se sont déroulées dans la matinée, où il y avait un défaut de couverture médicale. Nous avons parlé de l'utilisation ou bien faire appel aux agents de sécurité de proximité dans les localités où nous ne disposons pas de la présence de la gendarmerie ou de la police, parce que c'est au niveau national. Donc il y a des localités qui ne sont pas fournies en éléments de sécurité publique. Donc dans ces localités-là, on va faire appel aux agents de sécurité de proximité. Nous avons des localités comme Matam ou à Tambacounda, où les établissements, par exemple, d'enseignement secondaire, les établissements les plus proches sont distants de 20 à 100 km. Et donc, dans ces localités, il y a des problèmes donc, pour assurer la mobilité des élèves pour les compétitions inter-établissements. Quand on parle de relance, il faut y mettre les moyens. Ça peut se comprendre parce qu'il y a une transition entre l'UASU et le sport scolaire. L'UASU avec un fonds qui venait de la primature, une subvention. Donc il est temps que cette subvention qui était allouée à l'UASU soit reversée au sport scolaire. Donc sans ce budget, on ne peut pas... C'est extrêmement difficile de pouvoir organiser les compétitions. Et c'est sûr qu'avec ce qu'on a vécu cette année, l'année prochaine, il y aura un rush. Et nous serons débordés s'il n'y a pas de budget. Pourtant, le comité de relance du sport scolaire bénéficie de la polyvalence des maîtres d'œuvre de ces compétitions, ce qui va souvent jusqu'à dissimuler les problèmes de sécurisation des élèves. Dans notre pratique, nous devons compter d'abord sur nos propres ressources. Et nous savons que les compétences et la formation reçues, notamment par les encadreurs et principalement par les enseignants d'EPS, il y a ces volets de sécurisation des manifestations. Ils ont acquis également des connaissances au niveau de la médecine. Ils ont des prédispositions qui leur permettent de porter assistance, en tout cas aux pratiquants du sport scolaire, en plus maintenant de la présence des personnes qualifiées en la matière. Heureusement, le comité national et les comités régionaux se sont arrêtés pour évaluer le processus et proposer une nouvelle feuille de route pour les années à venir avec une implication bien souhaitée des collectivités locales. Nous allons beaucoup appuyer
l'IF de Kermassar parce que vous savez que l'éducation fait partie des compétences transférées des collectivités locales. Et même le sport aussi fait partie de ces compétences. Donc nous, en tant que responsables de la collectivité locale, donc il est de notre devoir d'appuyer l'éducation, d'appuyer l'IF parce que c'est nos partenaires techniques. Je me rappelle de Amin Bakecham qui était sorti de l'IAC de Kaolack et qui était la championne des 400 mètres au niveau national et qui a amené beaucoup de trophées pour le Sénégal. Mais je crois qu'avec les recommandations issues de l'atelier que nous allons soumettre aux autorités, nous allons essayer de mettre l'ensemble des académies et les comités régionaux dans les conditions, en tout cas, d'atteindre les objectifs qui leur seront assignés. Parce que quand nous mettrons les moyens qu'il faut, il y aura des obligations de résultats. Parce que jusqu'à présent, nous avons fonctionné avec le bon vouloir et la volonté de nos camarades sur le terrain. Mais puisque nous avons sollicité et obtenu des autorités leur accompagnement au niveau des moyens, nous pensons pouvoir arriver, en tout cas, à un déroulement normal des compétitions dans l'ensemble des académies et à des résultats un peu plus probants pour le sport scolaire. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, même le terme de nomination doit être revu. Depuis 3 ou 4 années, on parle de nomination de relance. Maintenant que c'est effectif, on doit penser maintenant même à la fédération. Parce que c'est un comité national et des comités régionaux. On doit aller maintenant vers la Fédération nationale du sport scolaire. Et nous cherchons à impulser, comme vous l'avez dit, les valeurs olympiques. C'était donc notre dernier reportage du jour. Je vous rappelle que vous pouvez toujours suivre nos émissions en intégralité sur notre page Facebook pour les jeunes Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un mois.